nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan. On poursuit cette semaine encore donc avec Ismaël Houl, il est cofondateur de Win. On a pu aborder ce qu'était l'activité de Win, les enjeux sur son secteur, comment il a traversé la crise et sa vision de l'avenir de son business. Maintenant, comme l'avait annoncé Olivier, et c'est aussi ce qui nous intéresse dans 40 nuances de Next, c'est de découvrir qui sont les hommes et les femmes derrière l'entreprise. Ismaël, si tu veux bien, on passe tout de suite sur le canapé. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous ? Sur le canapé, comme le dit Thomas, c'est aussi une rubrique qui nous permet de mieux comprendre les ressorts de l'entrepreneur que tu es. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a plein de facettes différentes, à la fois un coureur de fond, parce que les projets, souvent dans les startups, sont en fait plus longs que ce qu'on en entend dans les clichés médiatiques. Ça peut prendre du temps pour développer une startup. Donc il y a la notion coureur de fond. Il y a aussi des moments de sprint à haute vitesse, notamment quand on doit s'adapter, pivoter. Je crois par exemple que dans ton cas de figure, si je me rappelle bien, Win au début, vous étiez plutôt sur le marché de la restauration, c'est bien ça ? Oui, exactement. Donc ce qui prouve qu'en ouais, et donc tu as élargi, déployé, etc. Donc tu es finalement jeune. Enfin, on parlait de 32 ans. C'est pas non plus le lapro de 6 semaines, mais enfin tu as lancé, je crois, l'entreprise en 2013. C'est oui. Ça ? Exactement. Donc ouais, donc ça fait déjà 7 ans d'expérience. Et donc on voit que tu es effectivement un coureur de fond, puisque là on parle déjà de plusieurs années. Qu'est-ce qui te motive tous les jours quand tu te lèves ? Est-ce que c'est l'envie de changer le monde, comme on dit parfois dans la Silicon Valley, to make the world a better place ? Est-ce que c'est un ressort financier ? Est-ce que tu as envie de gagner plein d'argent ? Est-ce que c'est une revanche familiale ? Est-ce que c'est autre chose ? C'est la partie psychologie de comptoir, mais je trouve que c'est toujours intéressant de pouvoir se livrer un peu dans la mesure où tu te sens à l'aise avec l'exercice et ce que tu veux partager. Allonge-toi, Ismaël. Je prends place et je m'allonge. Pour faire le parallèle avec ce qu'a dit Olivier, moi, pour comprendre mon histoire familiale et mon histoire personnelle, elle a été forgée autour d'une notion qui était assez importante, qui est celle du devoir. Moi, le premier exemple que j'ai eu dans la vie, donc c'était celui de mon père autour de son travail de commerçant et vraiment cette mission de pouvoir assurer le service. Et vous savez, l'hôtellerie c'est ouvert 24/24, 365 jours par an. Donc vraiment une notion d'abnégation et de devoir pour pouvoir permettre d'avancer. Ensuite, j'ai eu la chance de faire des études de médecine. Et là, il n'y a pas qu'Hippocrate, mais également chacun de mes professeurs qui m'ont montré quel était le devoir. On sert une cause, hein. On sert la santé, on sert le bien-être de la population, on sert la science. Et moi, en tout cas, c'est vraiment une valeur qui est très très importante pour moi. Et quand j'ai créé Wind, j'avais vraiment cette notion de devoir, de me dire moi, avant tout ça, j'ai créé l'outil informatique qui a permis à nos hôtels de muter pour pouvoir apporter ma pierre à l'édifice parce qu'il y avait un changement et il fallait apporter sa contribution. Et quand on a créé Wind, au départ, effectivement, focalisé sur la restauration, parce que je me rappelle, on s'était posé la question avec Eric, mon associé, on avait plusieurs verticales qu'on pouvait adresser. On s'est dit, on va déjà en prendre une, on va bien la faire et on va avancer. Et c'est vrai qu'à l'époque, la restauration, il commençait à y avoir la fourchette. Donc, c'était un peu le parallèle, les premières marketplaces qui se mettaient en place. Et on s'est dit qu'effectivement, l'omnicanal avait le plus de chances de commencer dans la restauration. Pourquoi ? Parce que chaque point de vente est une unité de production. Donc, en fait, quand le web allait arriver, les gens allaient commander en ligne, mais pour adresser le point de vente. Et il allait pas pouvoir y avoir des entrepôts, comme il y a pu y avoir dans la distribution, où là, il pouvait servir plusieurs canaux de vente. Donc, Ismaël, oui. Tu as évoqué ce moment où tu es passé par les études de médecine. Tu as fait une grosse ellipse, donc on est au début de Win, mais entre les deux, il y a un choix de vie. Oui, il y a clairement un choix de vie. Après, honnêtement, entre l'entrepreneuriat et la médecine, on bosse 16 heures par jour, on se documente en permanence, c'est pluridisciplinaire. Et on essaye de servir un gros objectif. Je lance un petit appel, je dirais qu'il y a beaucoup de médecins qui feraient d'excellents entrepreneurs.
Après, bon, faut avoir quelques notions business, c'est important, mais en tout cas, en termes de qualité de travail, ça nous forme parfaitement. Pour faire ça, ça nous force à aller très loin, à être pluridisciplinaire et surtout à être dans l'intérêt de l'utilisateur. Hein. Donc c'est quand même une bonne logique de mindset et surtout la médecine, c'est pas un travail, hein. C'est vraiment une vocation et je pense que l'entrepreneuriat c'est la même chose. Et du coup, qu'est-ce qui a été le basculement? Ce qui a été le basculement, ça a été vraiment la mission. Moi, j'ai eu, voilà, j'avais cette notion parce que j'ai toujours été geek, donc j'ai toujours apporté moi le développement sur la partie technologique. Et il y a un moment donné où je sais pas comment expliquer, c'est vraiment une décision où je me suis dit que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Voilà, donc je l'avais clairement en tête. Et qu'il fallait lancer l'entreprise. Il y a quelques décisions comme ça dans la vie qu'on prend pas toujours tout de suite, mais pour lesquelles je suis très heureux. Je suis très content de faire ce que je fais tous les jours. Et surtout que le combat a pris forme. En fait, les années nous ont donné raison. Le commerce unifié s'est développé. Les titans que sont Amazon ou Alibaba font la mainmise maintenant sur énormément d'acteurs du physique. On voit que la bataille fait rage et nous, hein, on a vraiment ce sentiment de devoir là, de bataille, ou de se dire, bah, il faut permettre à ce modèle de commerce de persister, sinon il va disparaître. Et donc aujourd'hui, c'est ce qui nous anime tous les jours, c'est ce qui nous anime au quotidien. On le voit. Alors, comme là tu parles de l'animation tous les jours, on va revenir à tes débuts grâce à une invitée surprise. Donc je te relance une petite question et tu vas voir que ça va te rappeler tes débuts. Vous avez un message. Coucou Isma, c'est Carole. Je voulais profiter de ce petit moment pour faire un retour en arrière. À l'époque où on a commencé ensemble, tu venais de lancer Wind, qui s'appelait le Dej, et moi je venais de lancer ma première boîte qui s'appelait Mummyville. On était tous les deux au 3e étage. Vous étiez 4 ou 5, nous on était 3 dans un open space qui était jaune. C'était très rigolo. Moi je voulais revenir sur toutes les choses que tu m'as apprises en tant qu'entrepreneur. Tu m'as appris à prendre de meilleures décisions, à prendre des décisions plus rapidement. Tu m'as aussi appris à mieux lever des fonds. Et un fun fact, c'est que, je sais pas si tu te rappelles de ça, mais c'est toi qui m'as appris à utiliser Keynote sur Mac. Et c'est grâce à toi que j'ai arrêté d'utiliser PowerPoint. Et donc, à la lumière de ça, la question que je voulais te poser, c'est, depuis qu'on se connaît, qu'est-ce qui a le plus évolué chez toi ? Quel est le trait de ta personnalité en tant que CEO que tu as le plus cultivé et sur lequel tu as le plus grandi ? Ouais, je suis très fier déjà de recevoir cette phrase de Carole parce que effectivement, cette question de Carole, parce que c'est une des entrepreneurs que je respecte le plus, énormément de résilience. Comme là, elle en a parlé. Elle avait commencé un projet Mummyville qui est pas allé au bout, mais elle a su rebondir et créer June ou le bien-être pour les bébés. Donc toute une gamme. Effectivement, l'attraction c'est la couche et le reste c'est plusieurs produits beauté, hygiène pour le bébé et la maison et la famille. C'est vraiment sa vision. Et on se connaît effectivement depuis les tout débuts. Donc je suis très touché par sa question. Et pour le fait aussi, effectivement, transmettre et apprendre, c'est quelque chose de très important pour moi. Ce que j'ai le plus appris moi sur la partie CEO, il y a plusieurs choses évidemment. Je pense que je me transforme tous les jours et j'essaie d'évoluer tous les jours. Mais le management, je pense que c'est le point sur lequel j'ai fait le plus de progrès, sur lequel j'ai encore beaucoup de progrès à faire. C'est vraiment la chose qui est pas innée, en tout cas vis-à-vis de la formation que j'ai pu avoir. C'est ce côté parce que je viens d'organisation très verticale, hein, que ce soit organisation familiale ou l'hôpital. Il n'y a pas beaucoup de management dans le secteur hospitalier. Hein. Il y a un objectif, la mission, enfin la santé, et il y a une hiérarchie qui est hyper claire. Et donc voilà, l'apprentissage autour du management, la motivation des équipes, parce que c'est ça en fait, c'est pas naturel, hein, c'est pas comme la médecine ou la vocation, tout le monde l'a et c'est évident. Donc cette capacité à déclencher l'adhésion, l'envie,
la motivation à un niveau très élevé, parce que encore une fois, une scale-up, c'est pas une entreprise, et ça se mesure financièrement par le pourcentage de croissance. Une entreprise classique à qui on va demander 3, 5 ou 10% de croissance, nous, c'est des rythmes à plus de 50, plus de 100% de croissance annuelle, donc ça demande des équipes hyper engagées, hyper motivées, et ça demande un management très très particulier, parce que cette notion de devoir et de vocation, les gens, avant de rentrer dans l'entreprise, l'ont pas majoritairement. Donc il faut les faire adhérer, il faut les faire suivre, il faut les faire évoluer, il faut être capable de gérer cette vitesse en permanence, parce que on est en train de courir, comme tu l'as dit Olivier, un marathon, mais à une vitesse de sprinter. Donc il faut être capable d'embarquer toute l'équipe pour qu'elle ait la bonne énergie pour se faire. Donc ça a été c'est les skills sur lesquels j'ai beaucoup progressé, sur lesquels j'ai encore beaucoup de progrès à fournir. Et ensuite, c'est aussi la capacité derrière à prendre des décisions très rapidement vis-à-vis des équipes, à déléguer. Ça aussi, c'est important dans la croissance d'une boîte. C'est les premières choses qui vont intervenir, quoi. Monter l'organisation et gérer toute cette nouvelle organisation. Alors là, ça nous donne envie de rebondir du coup, Ismaël, parce qu'on voit, on a parlé des débuts avec Carole, on voit votre capacité d'adaptation en pleine période de crise et de confinement. Et c'est vrai qu'on a aussi envie de parler parfois des choses qui vont un peu moins bien. Donc je t'envoie un petit jingle qui va te faire comprendre de quoi on parle. Wow. C'est ce qu'on appelle la claque. Ça nous intéresserait aussi de savoir le Ismaël qui est flamboyant, qui est chef d'entreprise, qui progresse, qui fait du management, et on a l'impression que tout va bien parce qu'il a des gros clients, etc. Est-ce qu'il peut aussi nous parler, ou est-ce qu'il peut se rappeler et partager une claque, une violente claque que tu as pu avoir, qui peut être plus personnelle ou plus business, plus ou moins récente, mais qui montre aussi que parfois il faut faire face à des difficultés quand on est entrepreneur et qu'on a le droit d'en parler? Effectivement, des claques. La bonne nouvelle, c'est qu'on en prend tous les jours quand on est entrepreneur, et souvent sur la même joue des fois, quand on n'a pas bien compris. Donc, si je devais réfléchir, la dernière claque, ou la claque qui nous a fait le plus mal, je pense que il y a des enjeux de. Ouais, je pense que je peux dire le mot, la communication. Je pense qu'on n'a pas on est une boîte très tech, alors qu'au final on design un produit. On n'a pas su se positionner. Par exemple, on n'a jamais eu de boîte de communication. On n'avait jamais anticipé la com et les sujets, donc la seule chose qu'on faisait, c'était envoyer un communiqué de presse à chaque levée de fonds, et on n'a pas su anticiper la place que pouvait prendre la boîte. Donc la boîte, ça a été 0 collaborateur, 10, 100, 200, 300 collaborateurs. Et à aucun moment, on s'est posé la question de se dire, voilà, ça impacte des milliers de personnes, ça fait des milliers d'utilisateurs. On arrive au Next 40, donc il n'y en a plus que 40 sur des milliers de startups, etc. Et je pense qu'on a la claque, ça a été de se dire qu'on va pouvoir continuer notre petit truc dans notre petit coin avec de grandes ambitions. Mais sans anticiper toute cette phase de communication, cette notion de réputation, cet enjeu d'image. Et j'ai lu un livre magnifique qui s'appelle La rumeur de CapCRR, qui montre justement que quand on ne crée pas de content, il y a du content qui vient être créé. En fait, la nature a horreur du vide, et donc il y a du content qui va être créé. Et le problème, c'est que si vous ne drivez pas ce contenu, d'autres le feront, et d'autres le feront avec pas forcément de bonnes intentions. Et c'est ce qui est arrivé en transparence. On a été victime de ce qu'ils appellent en guerre économique de tentatives de déstabilisation. Et ça, toutes les entreprises peuvent en faire les frais. D'autres boîtes dans le Next 40, des plus grandes entreprises, etc. C'est un jeu où le terrain médiatique ou d'image ou de réputation ou le web ou tout ce qu'on peut mettre dedans est important à occuper. Et on peut pas que occuper la phase en étant les meilleurs techniquement. Par exemple, dans Gartner, qui est la revue mondiale, on est dans le top des solutions face à des gens comme Manhattan, Oracle ou SAP. Mais si au final, dans le SEO local du coin,
la bonne image ne ressort pas, forcément vos utilisateurs, vos cibles et vos futurs prospects vont peut-être pas forcément vous évaluer positivement. Justement, Ismaël, on a une question qui concerne cette problématique de la communication. Donc, plutôt que de te laisser enchaîner, je vais te la lancer. Vous avez un message. La question, c'est celle du directeur général de France Digital, Nicolas Brienne. Bonjour Ismaël, tu es un des fondateurs du Next 40 les plus discrets. On ne te voit pas tous les jours dans la presse. Est-ce que pour fonder une belle boîte du Next 40, il faut éviter les médias? Alors, maintenant que j'ai reçu la claque, je peux répondre. Il y a un an, j'aurais dit oui. Donc là, maintenant, je réponds non. Complètement, pas du tout, effectivement. Des fois discret, des fois trop discret. Il y a un avant et après la claque. Voilà, il y a un avant après la claque, c'est clairement évident. Bon, l'avantage, c'est que, heureusement qu'il y a une justice dans ce pays qui sait remettre des très grosses claques aussi. Donc, heureusement, je remercie la justice et on est encore dans un état de droit et on peut pas raconter n'importe quoi sur n'importe qui avec des intérêts qui sont complètement divergents que ceux d'établir la vérité, qui doit être l'objectif de chacun des médias. Donc donc on a pris la claque, mais on a réussi à apprendre, mais il faut communiquer parce que déjà on porte la responsabilité, surtout Next 40, on a tous des centaines de collaborateurs, donc rien que ça, on impacte des milliers de personnes à travers les familles ou autres, on a tous des milliers de clients et c'est hyper important de porter le projet de l'entreprise, de porter les sujets, d'être capable de tout dire, comme ce que je fais aujourd'hui. C'est pour ça que je suis très content de ce podcast parce que au final, quand on a reçu cette fameuse claque, du coup on est parti vers les médias pour s'expliquer. Et on n'a pas à rougir, on est comme toute boîte, on n'est pas parfait, hein. On fait des bonnes choses, on fait de mauvaises choses, mais il n'y a pas de mystère en fait. Il n'y a rien de pas normal. Il y a une entreprise qui essaie de grandir, qui essaie de grandir vite. Donc forcément, quand on essaie de grandir vite, on fait quelques erreurs. Et il faut être capable de les expliquer, voilà, tout simplement. Faut être capable de dire pourquoi on fait les choses, comment on fait les choses, quel est notre sujet. Et je pense que c'est très important de pouvoir incarner sans trop l'être, parce que j'ai au contraire à la base c'était plutôt une question d'ego en me disant il y a le travail de mes collaborateurs, j'ai pas envie forcément de me mettre en avant, mais aujourd'hui nos sociétés sont faites comme ça, quoi. On a besoin de pouvoir incarner l'entreprise et donner l'image de l'entreprise. Donc c'est important que tous les fondateurs d'entreprises puissent le faire, à la fois pour leurs collaborateurs, pour leurs clients, pour leur marché, pour leurs actionnaires. C'est important de pouvoir driver et de manière régulière un flux de communication ou autre. Parce que si, vraiment, la chose à retenir, c'est que le vide sera forcément occupé. Donc, il y a un moment... Ce qui est vrai, voilà. Ce qui est vrai aussi en complément, c'est que parfois, il y a des entrepreneurs à qui on reproche d'avoir un ego trop fort, ou de trop parler d'eux, d'être plus dans les médias que dans leur entreprise, ce qui est pas ton cas. Mais on voit aussi, et c'est aussi le rôle de l'émission, 40 nuances de Next, c'est de mettre en avant des entrepreneurs parce qu'il y a des valeurs qui nous intéressent, des valeurs qui peuvent contribuer à l'amélioration de l'économie, à l'image de la France, à l'attractivité du pays, mais aussi d'une certaine manière à créer des vocations plus larges chez les jeunes qui sont aujourd'hui, qui vont être étudiants ou qui vont sortir de leurs études et qui peuvent se poser la question du sens de leur carrière. Et moi, ce que je trouve intéressant aussi dans le fait d'être porte-parole de son entreprise, c'est aussi par comparaison avec, c'est un petit commentaire plus personnel, je me permets ça, Thomas, on n'a pas eu vraiment notre quart d'heure philosophique, donc je fais ça, mais c'est par comparaison avec les grands entrepreneurs américains qui souvent font partie des personnalités préférées des Américains. Alors qu'en France, donc les Steve Jobs à l'époque, les Bill Gates, mais aussi les Elon Musk, etc., alors qu'en France, très souvent, quand il y a le traditionnel palmarès des personnalités préférées des Français, on a plutôt Omar Sy, Yannick Noah, Zinedine Zidane ou Mbappé, enfin des joueurs de foot, des rappeurs, etc., qui sont super évidemment. Et c'est aussi des modèles d'ascenseur social, mais souvent des modèles d'ascenseur social un petit peu illusoires, parce qu'il y a, d'une certaine manière, il y a très très peu d'élus dans le rap. Il n'y en a pas beaucoup non plus dans l'entrepreneuriat, mais c'est quand même une école du travail. Et c'est ce qui m'intéresse quand même de moi, en tout cas, avec la collaboration avec Thomas, c'est de mettre en valeur aussi le travail. Par exemple, de dire que Wind a 7 ans, c'est une façon de dire, voilà, c'est même s'il y a eu beaucoup d'argent levé, c'est que j'allais pas dire le début de l'histoire, ça c'est toi qui le sais, mais enfin, c'est pas encore fini. Ah complètement, et surtout de toujours, nous, ce qu'on attend de nous, les entrepreneurs de scale-up, c'est de parler de la suite. C'est-à-dire qu'il faut ancrer les milestones, c'est important, mais il faut expliquer où on va aller. On compte sur nous en tant que Next 40 pour être les champions nationaux.
on a une conquête à mener sur nos marchés, sur d'autres marchés. On doit continuer à grandir pour chacun, pour les projets qu'on porte. Et c'est hyper important. Et ce côté d'entrepreneur, de personnalité préférée, c'est intéressant parce que moi, il y a quelques années, je m'étais intéressé à ce sujet-là parce que j'étais mort, ce que les gens se disaient, ah mais c'était Yannick Noah qui arrivait toujours en personnalité préférée des Français. Les gens disaient oui, mais c'est bizarre parce que s'il se présentait pour être président de la République, les gens voteraient pas pour lui. Mais ça n'a aucun rapport. En fait, la personnalité préférée des Français, c'est à quoi les gens veulent ressembler. En fait, à quelle image les gens veulent ressembler. C'est un mec qui est sportif, qui est sain dans sa peau, qui chante bien, qui est sympathique, qui est souriant. Et c'est vrai que du côté entrepreneur, si on veut que le pays se dynamise, et je pense vraiment que l'entrepreneuriat c'est quelque chose de très important, il faut qu'on puisse donner l'exemple pour dire que c'est possible pour la suite, parce que c'est ce qui va nous permettre d'y arriver. Surtout que là, le pays a besoin vraiment de confiance en ce moment, post-Covid. Tout le monde doit comprendre que c'est possible, qu'on peut rattraper le retard et qu'on peut surtout ressortir plus fort de cette crise. Et là, Ismaël, on demande aux entrepreneurs du Next 40 de toujours parler de la suite. Moi, je connais la suite. En tout cas, ton podcast, c'est le moment de ta carte blanche. Carte blanche pour 40 nuances de Next. Tu l'as compris, hein, tu as carte blanche, comme le titre l'indique, pour aborder le sujet de ton choix. On t'écoute. Moi, il y a une chose qui m'intéresse beaucoup. Je pense que depuis les années 2000, on s'est tous aperçus qu'on est un véritable carrefour. Un carrefour en fait sur notre notion de progrès et de suivi. Je pense que le XXe siècle a montré qu'on a été capable de faire de formidables progrès technologiques, certains sur la phase de liberté ou d'autres liberticides. Mais le XXe siècle a été hyper important et la question c'est de se dire, moi en tant que citoyen du monde, c'est de me dire qu'est-ce qu'on aimerait pouvoir faire apporter, vers où on veut aller. Et donc c'est sur la notion de progrès. La notion de progrès, c'est concrètement qu'est-ce que le progrès, et surtout en tant qu'acteur de la technologie. Je vais donner quelques paradoxes parce que je pense que le paradoxe c'est quelque chose qui caractérise profondément l'humain et il faut l'accepter. Et c'est de se dire est-ce que le progrès c'est que un progrès technologique? Est-ce que c'est que un progrès sous forme de liberté? Est-ce que c'est un meilleur état de santé pour tout le monde? Est-ce que c'est une planète dans de bonnes conditions? Et pour ça, l'idée ce serait moi j'avais un souhait jusqu'à il y a quelques temps, c'est qu'on puisse tous prendre le temps de pouvoir réfléchir à cette notion de progrès et où on veut aller. Le destin a fait que le confinement est arrivé. Malheureusement, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on puisse tous prendre le temps, ne serait-ce qu'une journée, de s'arrêter pour réfléchir à, comme des hamsters qui courent dans la roue, pourquoi on court, où est-ce qu'on va. Le problème du confinement, c'est qu'on s'est pas arrêté pour réfléchir. On s'est arrêté parce qu'on avait peur. Donc, il y a quand même pas mal de bandes passantes qui a été pris à se demander est-ce qu'on allait tous mourir ou si c'est tout de suite ou pas tout de suite ou après ou quelles étaient les conséquences et ensuite c'est la faute de qui, mais pourquoi et comment ça a été fait. Plutôt que de se poser la question et de se dire ça y est, on est tous dedans. En tout cas, à l'échelle française, on s'aperçoit que 20% des gens qui travaillent font tourner 100% du pays sur nos besoins primaires. Donc, good news à l'humanité. On est arrivé à un moment où, en faisant travailler 20% des gens, on arrive dans la pyramide de Maslow à satisfaire beaucoup de nos besoins primaires, les besoins physiologiques, le besoin de sécurité. On a même réussi à loger les sans-abri pendant cette période exceptionnelle, à nourrir tout le monde, à soigner en majorité en capacité ce que pouvait faire la médecine une grande partie des gens. Et donc une fois qu'on a tout ça, la question c'est quoi le progrès? C'est quoi la suite? Vers quel modèle on a envie d'aller? Comment on a envie d'évoluer pour nous et de manière un peu plus globale, parce que le problème c'est que les choses sont de plus en plus interconnectées. Donc la notion de démocratie en France, elle n'est pas directement liée à la même notion de démocratie en Chine ou aux États-Unis, mais les choses se suivent quand même, que ce soit dans le temps ou pas. Il y a quand même des influences qui se font entre les différents modèles. Et là, à l'ère du déconfinement, est-ce qu'on a envie que les choses
continue sur la lancée où le progrès, c'est globalement l'économie. Le progrès, c'est la croissance des différents indices boursiers. Est-ce qu'au final, moi en tout cas, ma vision du progrès, c'est un meilleur rapport écologique, parce qu'au final, une chose qui est sûre, c'est que des milliards, on peut en créer des milliards, et on peut encore créer à l'infini. Notre planète, on n'en aura qu'une. Donc, est-ce qu'il ne doit pas y avoir une meilleure harmonie globale avec l'écosystème qui nous entoure? Et l'écosystème, il n'est pas que végétal, il est aussi animal. Le deuxième sujet, c'est l'équilibre entre les gens. Moi, il y a quelque chose qui me terrifie là, c'est la déconnexion et les écarts de richesse qu'il peut y avoir. Et pour moi, c'est l'inégalité. Hein. C'est important de le dire parce que on peut dire ce qu'on veut. Quelqu'un qui a un patrimoine de 100 milliards, il vaut pas 100 milliards de fois plus qu'une personne qui a un patrimoine de 1 euro. Et en tant qu'humaniste, on peut pas le tolérer et on peut pas dire qu'il est 100 milliards de fois plus méritant qu'une personne qui est là-dessus. Et ensuite, 100 milliards, à un moment donné, je comprends qu'on veuille dépasser notre propre existence et notre propre espérance de vie, mais c'est une fortune qui est infinie. En fait, je pense que même si on devait faire un modèle mathématique avec des rendements de base, je pense même qu'à partir de, 1 ou 10 milliards, la fortune, elle est infinie. Parce qu'au final, vos intérêts vous permettent largement de vivre pendant des générations infinies. Donc, est-ce qu'on a envie de continuer à accélérer ces inégalités? Et pour moi, ça va être un des problèmes majeurs. Donc, c'est cette notion d'équilibre. Hein. Donc, équilibre avec la nature, donc l'osmose, équilibre dans les inégalités. Et après, le troisième sujet, c'est l'accessibilité au savoir et à l'éducation et à la santé, où aujourd'hui, je pense que techniquement, et en tant que personne, on a cette capacité de pouvoir donner au maximum de gens une équité sur la santé, sur l'éducation, et j'aimerais bien que le progrès, ce soit ça, et pas uniquement la croissance économique, ou pas la croissance des PIB des différents pays, ou des sociétés, ou des valorisations qui veulent beaucoup moins dire de choses, parce que maintenant, on s'est aperçu pendant la crise, c'était assez obvious qu'on pouvait fabriquer de l'argent pour continuer à justifier que l'économie fonctionnait. Et donc tout ça n'est qu'un moyen, et ne perdons pas le but. Le but, et le but, c'est de préserver notre planète dans le meilleur état le plus longtemps possible, que les humains soient heureux de vivre les uns avec les autres et dans le meilleur état d'esprit. Donc pour moi, le progrès, c'est ça. Et si on pouvait avoir un modèle dans lequel on pourrait prendre tout ça en compte, je pense que là, ça devient indispensable pour nous. Merci Ismaël pour ces mots inspirants qui nous invitent à peut-être prendre le moment de la réflexion qu'on n'a pas finalement tellement saisi alors que l'opportunité nous était imposée par le confinement. Et du coup, je nous invite à réfléchir, mais on va pas faire une minute de silence car également on est dans le temps des médias, même si c'est un temps assez long avec le podcast. Et je te propose de passer à la rubrique Sista, qui sera la rubrique finale de ton podcast. La rubrique Sista, c'est une rubrique qui t'invite, toi, à mettre un coup de projecteur sur une entrepreneure, ou donc une entrepreneuse ou une start-upeuse, de façon aussi à jouer pour ce monde d'après la carte, comme tu parlais d'équité, là c'est celle de l'égalité homme-femme et donc de la mixité. Est-ce que tu as pu choisir une Sista et on te demandera de lui poser une question et ensuite Solène, qui est notre associée, ira se faire ton porte-voix auprès d'elle. Et ton choix s'est porté sur Margot Davy de FET. Alors oui, sur Margot Davy, qui est une entrepreneur française qui a décidé de réinventer en fait l'expérience de voyage, où le principe aujourd'hui c'est de se dire je vais à Paris, donc je vais sur TripAdvisor et je vois le top 10 des lieux à visiter. Ça a été de se dire chaque expérience pouvait être unique et adaptée au parcours de chacun, parce qu'au final, en fonction de mon profil, je vais peut-être visiter tel ou tel espace et repartir avec tel ou tel souvenir. Alors, quelle serait la question que tu vas lui poser? Ah oui, donc la question que je vais lui poser, c'est de se dire, formidable projet, mais dans un monde là où tout est arrêté, justement les échanges se sont arrêtés, quelle est sa stratégie justement pour post-déconfinement progressif et successif,
réamener les gens à retrouver du plaisir en voyageant. Un grand merci à toi, Ismaël Ould. C'était ton 40 nuances de Next. Et merci d'avoir pris le temps de partager ces minutes d'inspiration et qui, je l'espère et j'en suis certain, susciteront beaucoup de vocations chez les plus jeunes entrepreneurs qui peuvent voir que l'ambition n'est pas seulement économique chez toi, mais également sociétale. Donc merci pour ça. Merci beaucoup. Merci à vous et bravo pour le podcast. On se quitte avec quelques notes d'Aretha Franklin et on passe la parole à Solène et Margot. Une fois n'est pas coutume, la dernière séquence du podcast 40 nuances de Next est réservée à la sista de notre invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Margot Davy, fondatrice de Offset Guide et sista d'Ismaël Ould. Bonjour Margot. Bonjour Solène, merci de me recevoir. Alors Margot, Ismaël nous a déjà un peu parlé de Offset, mais toi, si tu devais le pitcher en 3 hashtags, ça donnerait quoi? Je pense que ce serait le hashtag Feel Your Travel, hashtag tourisme créatif et hashtag univers. Alors c'est très intriguant tout ça, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr. Donc Offset Guide, qu'est-ce que c'est? Offset Guide, c'est une nouvelle manière d'envisager le voyage. On vous invite à incarner des personnages comme Marie-Antoinette, Dali, Saint-Laurent, sur le temps d'une journée à travers un itinéraire réalisé autour de son atmosphère. Donc l'idée, c'est vraiment d'oublier le stress de l'organisation, des visites et de faire nos visites en surface. Mais on vous invite vraiment à utiliser vos 5 sens pour vous réapproprier les lieux. Notre ADN, c'est vraiment de proposer des visites et des activités qui servent sur la vibe du tourisme créatif, donc toujours insolite et responsable, sur les pas de Airbnb d'expérience, My Little Paris ou bien Secret Cinema. Bientôt, vous serez donc capable de booker votre journée de découverte sur notre site internet, mais aussi de recevoir une box remplie d'énigmes, d'accessoires, pour commencer à vous mettre dans le bain de votre aventure. Et Margot, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer Offset Guide? Alors, pour être tout à fait honnête, quand j'étais étudiante à Paris, on avait vraiment soif d'aventure avec ma meilleure amie. Et on voulait visiter, c'était déjà la mode des adresses insolites. On voulait visiter Paris de la manière la plus efficace. Donc on a commencé à créer des itinéraires, ce qui n'existait pas déjà à l'époque. Et on a commencé à se déguiser en fonction du lieu qu'on découvrait. On se déguisait en Marie-Antoinette pour aller à Versailles, par exemple. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai vraiment découvert une audience qui serait prête à s'amuser, à visiter les lieux de manière différente. Donc j'ai commencé à travailler sur Offset comme ça. Alors Margot, comme tu le sais, dans chaque épisode, je me fais le porte-voix de notre invité. Et aujourd'hui, Ismaël voulait savoir quelle était ta stratégie post-confinement, déconfinement, pour ramener les gens à retrouver du plaisir en voyageant. Alors déjà, je pense que le Covid, ça nous apprend une chose, c'est l'importance du tourisme en France, parce que le tourisme, il faut savoir que ça représente quand même 8% du PIB en France et 10% en Europe, et on parle de 54 milliards d'euros en 2019 et 7 millions de guides de voyage vendus. Donc les chiffres vont peut-être un petit peu changer, mais je suis assez optimiste sur le fait que les gens vont vouloir voyager à nouveau. Donc notre business model, c'est vraiment de vendre notre service au mass market, mais aussi en B2B, aux agences de voyage qui cherchent à se réinventer en fait après cette période Covid, avec un tourisme plus régional, au lieu d'envoyer leurs touristes partout dans le monde. Et notre objectif à moyen terme, ce serait bien évidemment de s'exporter, mais ça, on va attendre que les esprits soient à nouveau tranquilles après le Covid. Oui. Donc Margot, rendez-vous en octobre 2020 pour pouvoir commencer à prendre les premières commandes sur Offset Guide. Génial. Merci Margot, en tout cas. Merci à très vite et au plaisir d'avoir des nouvelles d'Offset Guide. Ça marche. À bientôt. À bientôt.
40 nuances de Next. Le Next 40 comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.